Du coup, donc Serge m'a posé la question tout à l'heure concernant Git et quelques manipulations de base sur l'environnement, d'une manière générale sur les forks, les trucs comme ça, parce que j'ai fait quelques pull requests sur certains de ces projets ce week-end, et selon la configuration dans laquelle on est, ça peut poser générer des anomalies. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dépôt bidon sur mon compte. Donc là, je vais aller sur GitHub, créer un nouveau... alors déjà, avant ça, il y avait 2 sessions de rediffusion que vous pourriez éventuellement regarder en français pour la présentation que j'en avais faite il y a quelques temps. Donc en décembre 2020, j'avais fait une petite présentation de base sur le fonctionnement de Git, des systèmes d'hébergement de dépôt, et puis de dépôt, et les manipulations dans l'environnement de Delphi, RadStudio, C++ Builder pour accéder directement à Git. Puisqu'en fait, l'environnement de développement intègre un certain nombre de choses, notamment la comparaison et l'historique de source, les commits et les trucs comme ça peuvent se faire directement depuis l'environnement de travail. Alors là, je m'en sers plus en fait de ces fonctionnalités, mais peu importe. C'est dispo, donc vous aviez une session de 2 heures en français qui expliquait ça, et lors de la DelphiCon, la conférence qui a eu lieu en janvier, alors je ne sais pas si le replay de cette session est déjà disponible sur les playlists. Alors évidemment je suis pas sur le bon... Ah bah... c'était pas celui-là. Est-ce qu'on a la rediff? Donc un des intervenants nous a fait une présentation de Git avec l'intégralité des commandes, la gestion des branches et ainsi de suite, et elle n'est pas encore disponible en rediff. C'est dommage. C'est dommage, mais je mettrai le lien dès que je l'aurai sur le blog. Donc on va faire un truc tout bête, hein. Je vais créer un dépôt, on va faire 2-3 modifications dedans. Bidouille. Tout court. Voilà, donc je vais rien mettre de particulier, hein. Normalement, quand on crée un dépôt, rajoutez le readme tout de suite, mettez un gitignore qui correspond à la plateforme sur laquelle vous travaillez, ce qui va permettre de filtrer les fichiers inutiles, notamment en Delphi, tout ce qui est exécutable, DCU et autres, n'ont pas de raison de se retrouver sur le dépôt, hein, puisqu'à chaque fois qu'on recompile, il les génère. Ou de toute façon, si on n'est pas dans la même version de Delphi, ça pose problème. Donc rajoutez ce truc-là, et rajoutez éventuellement, rajoutez une licence, alors une de celles qui sont proposées, sinon vous pouvez le faire à la main plus tard. Et surtout, quand vous créez, vous lui dites de l'initialiser, donc ce qu'il fait avec le readme en fait. Donc là il m'a bien initialisé le dépôt, il a fait ce qu'il fallait, sinon ce qui se passe si on ne le spécifie pas, c'est qu'on a quelques commandes à taper à la main. Donc là je vais dire bidouille 2, évidemment je les supprimerai après, hein. Donc là je laisse juste public et pas privé, je crée et donc j'ai un dépôt vide, où il faut que je tape des commandes pour pouvoir l'initialiser et travailler avec. Donc évidemment, on évite de laisser le truc tout bête si on veut pas s'embêter avec les commandes à la main. Autant utiliser l'automatisme généré par GitHub, GitLab et les autres, hein, puisque là ce que je vais vous montrer c'est plus de la manipulation avec Git qu'autre chose. Donc delete this repository, oui, je vais juste effacer ma bidouille qui ne sert à rien. Et comme j'ai activé la double authentification par clé FIDO sur mon compte, normalement il devrait me proposer, voilà, hop, d'activer le truc. Alors clé FIDO, j'en ai plusieurs ici, hein. Pour ceux qui connaissent pas, ce sont juste des clés ici. Alors c'est des clés USB pour celles que j'ai, FIDO U2F pour juste de la double authentification, double facteur authentication, et sinon vous avez les FIDO2 qui ont en plus un code PIN qui permettent aussi de se connecter directement à Windows sans saisir de mot de passe. Donc il y a plusieurs modèles. Là en l'occurrence la double authentification est impérative sur des trucs comme ça pour éviter qu'on se fasse hacker. Si nos mots de passe circulent, il faut l'appareil physique pour se connecter en plus, et évidemment c'est plus compliqué à trouver. Donc tout ça pour dire que j'ai un dépôt qui s'appelle bidouille, que je vais rapatrier chez moi. Donc là quand on est sur sur GitHub, dans la partie code ici on a 2 possibilités, soit on utilise différents systèmes. Alors GitHub CLI, c'est le système, ça c'est l'application qui est fournie par GitHub pour traiter
les choses à installer chez soi. On peut se connecter en SSH ou en HTTPS, on va garder du HTTPS, je copie l'URL, sinon je peux faire un zip et récupérer le dossier. Si je fais un zip, il est plus rattaché à GitHub, c'est un truc indépendant. Il a juste les fichiers qui sont sur GitHub, et donc on peut copier les trucs qui sont dessus si tout est dedans. Donc là j'ai copié mon lien, je vais sur mon arborescence, quelque part, et donc dans projet, je fais un clic droit, et je vais dans l'interface qui me permet de gérer ça. Alors pour moi, j'ai utilisé Git for Windows, qui est le client Windows de base fourni par les équipes qui travaillent sur Git. Donc j'ai deux options en fait dessus, soit la version bash pour l'interface de commande, soit la version interface, et donc je clone l'URL qui m'a été fournie par GitHub, ou le logiciel de dépôt de code au format Git. Et je vais lui dire à quel endroit je le mets. Alors cette interface là est un peu bizarre sur le fonctionnement. On choisit le dossier dans lequel on le met, et ensuite on rajoute le nom du dossier dans lequel ce sera stocké, puisqu'il ne le fait pas tout seul. Donc j'ai mon dossier projet classique de Embarcadero Studio machin, et je rajoute bidouille derrière si je veux le nom bidouille. Je laisse récursive au cas où il y aurait des sous-modules. Les sous-modules sont des dépendances en fait gérées entre différents projets. Et dans mon cas, j'ai plein de dépendances en fait, puisque toutes les librairies que j'utilise de mes autres dépôts sont intégrées sous forme de sous-modules, donc je suis obligé de passer par là. Git fonctionne avec des notions de branches, donc là par exemple je suis en branche main par défaut chez GitHub. Et donc comme Git for Windows ne fait pas du main par défaut, mais du master que j'ai laissé par défaut, je renomme ma branche en main. Donc la branche c'est l'ensemble, enfin c'est l'endroit où vont être stockées les mises à jour que je vais faire. Salut Sylvain. Donc j'ai mon dossier bidouille ici avec son sous-dossier, alors là je vais afficher les fichiers masqués, enfin, si je retrouve l'option dans ce bordel, éléments masqués. Donc en fait la base de données Git elle est là, toutes les modifications sont intégrées dans ce fichier là, et à chaque fois qu'on clone un dépôt Git, on a l'intégralité des mises à jour dans le point Git, et ensuite on se déplace sur une branche et selon des commits. Les commits étant des ensembles de modifications faits dessus. Donc là, j'ai par exemple modifié mon readme. Voilà, j'enregistre. Je vais aller faire une validation du truc, clic droit, hop. Alors je pourrais le faire en interface de commande, dans le bash. Je vais le faire avec l'interface utilisateur graphique. Je rajoute le fichier ici dans la partie stage. Donc en haut, en fait, dans cette interface-là, on a les fichiers qui ont été modifiés ou les nouveaux fichiers, ou les trucs qui ont été supprimés depuis la dernière synchronisation. Et en dessous, on a ce qui va être intégré au commit. Et donc je vais mettre un commentaire au commit, mon premier commit. Voilà, et je valide. Et une fois que c'est fait, si j'en fais un certain nombre, et puis derrière, je peux envoyer sur GitHub les modifications, donc dans la branche main locale, vers l'origine. J'envoie. Et donc côté Git, si je rafraîchis, j'ai normalement, enfin côté GitHub, hébergement, j'ai bien mon premier commit ici, avec les modifications qui ont été faites dans mon fichier README. Donc c'est pas plus compliqué que ça en fait, il suffit juste d'avoir un bon logiciel d'interface pour ça. Et donc moi j'utilise Git for Windows.org, si je ne me trompe pas, qui est la version de base. Alors il y a la gestion des branches, enfin c'est vraiment le truc de base, il n'y a pas de vraie gestion de branches comme on la retrouverait dans d'autres systèmes qui gèrent tout graphiquement. Là on a éventuellement un affichage selon ce qu'on fait, mais il y a des bidouilles possibles, mais de base, il me sert pour les commits, pour envoyer aux différents dépôts, et puis éventuellement changer des trucs là-haut. Effectivement, il y a Tortoise et il y en a plein d'autres. Salut Bellegarde du Nord aussi. Bienvenue. Donc on a plein d'autres fonctionnalités ici, évidemment, mais globalement on a les fichiers qui ont été modifiés, ou en tout cas les trucs qui ont été changés depuis le dernier scan, ou la dernière synchro. En dessous, c'est la partie stage, c'est ce qu'on va envoyer, enfin ce qu'on va valider comme modification, et là c'est le texte de la modif. Et donc si on est en train de faire autre chose, là par exemple j'ai recopié autre chose, mettons que je copie ça, CTRL-C, je vais dessus, CTRL-V, ici. J'ai donc des nouveautés, dans mon interface je refais un scan,
Et là, bah, alors évidemment, c'est pas assez large, mais ça c'est un détail. Hop. Et donc là, sur chaque élément, j'ai les modifications en fait depuis la dernière synchro. Donc là, si je valide par exemple ce fichier udata, là, il faut cliquer sur la petite icône ou les sélectionner avec les options. Donc là, on va dire ça, mon commit il correspond à ça. Je vais retourner dans mon udata du 07. Je vais le modifier. Voilà, j'enregistre, je sors, et je vais enlever le U-menu que j'avais dû valider dans le truc. Et donc là, si je refais un scan, il va détecter les deux modifs. Donc le menu, il y a un point d'interrogation devant qui dit qu'il a été supprimé, il indique bien dans les infos de modif, et puis le udata, il va nous indiquer les modifications depuis la dernière synchro. Donc on a juste à valider si on veut. Voilà, je refais un commit, et donc c'est enregistré dans la base. Et le U-menu, j'ai pas envie de l'annuler, je vais revenir en arrière. Donc là, normalement, dans commit, on avait un revert change qui remet à la dernière validation, du coup, il va me le réactiver. Puisque dans la dernière validation du truc, il existait normalement, F5. Donc j'ai bien retrouvé mon dossier, mon fichier U-menu. Voilà. Donc manipulation de base, il n'y a rien de plus en fait. Hein. Enfin, rien de plus. Là, j'ai validé ça, je vais les envoyer, je vous ai pas mis le lien. Je vais les mettre le lien sur le chat. Hop, CTRL-X, CTRL-V. Alors après, il y a Tortoise, il y a Gitkraken, il y en a une bonne dizaine de logiciels en fait qui gèrent ça, plus le GitHub Desktop, qui est plutôt fait pour s'interfacer avec GitHub, mais passons. Et derrière, bah, ça doit se débrouiller tout seul. Donc là, je vais republier ce que je viens d'envoyer. Clic droit, afficher machin, Git GUI, je republie avec un push. Voilà. Et donc ici, j'ai normalement mon sous-dossier avec les informations que j'avais mis dedans. Alors dans GitHub, on a aussi la possibilité de modifier directement un fichier. Donc là, par exemple, je vais dans mon README. Je peux l'afficher en mise à jour directement et faire coucou, c'est modifié. Je vais valider dans GitHub. Lui dit qu'il fait un commit dans la branche. Hein. Alors évidemment, si je vais sur mon dépôt, j'ai bien un commit. Ici. Parce que toute modification dans un dépôt Git est faite par des commits. Ou des changements de branche et ainsi de suite, mais en tout cas tout élément est validé. Dans le dépôt, il n'y a que ça qui est stocké réellement. Et donc ça, j'ai envie de le redescendre dans mon projet. Donc ça, en fait, on peut le faire qu'avec l'interface de commande, on doit le faire avec l'interface de commande, puisque l'interface Git GUI ne permet pas de le faire. Donc je passe en commande et Git pull origin main. Donc alors Git avec le T, ce sera mieux. Hop, commande git, pull, c'est le truc, on récupère les modifications, on les resynchronise localement. Origine, bah, c'est le dépôt d'origine, en fait, là d'où ça vient. Et puis le main, c'est la branche de l'origine qui nous intéresse. Alors j'espère que vous voyez mieux que moi, au moins vous ne devriez pas avoir les reflets du soleil dessus. Enfin, les reflets qui se réverbèrent par le fond d'écran derrière. Et donc là, il a bien pris en compte des mises à jour dans le truc. Et donc là, il a mis README, il y a 6 changements, 6 caractères changés, ou un truc dans ce style, enfin je sais pas trop ce qu'il a mis, mais... ou 6 lignes, je sais pas trop, et donc là, normalement, mon README, il a été modifié. Si je le rouvre avec, bah là, comme ça, j'ai bien mon coucou machin qui vient de l'autre. Donc en fait, c'est pour ça que quand j'ouvre un dépôt, que je travaille sur un truc, que je l'avais déjà en local, je commence par faire le git pull. Comme ça, au démarrage, je suis sûr d'être synchronisé avec le dépôt sur lequel je stocke mes trucs. Je fais mes mises à jour, des commits idéalement comme d'habitude, hein, le plus petit possible par rapport à ce qu'on est en train de modifier, histoire de pouvoir revenir en arrière. Et une fois que c'est fait, bah, on envoie sur l'hébergement, donc là en l'occurrence du GitHub, et c'est réglé. Et si on veut travailler avec un projet open source, en fait, quand on est sur... alors, je vais continuer sur GitHub, mais pareil pour les autres en fait qui permettent de faire du travail à plusieurs. En fait, on est sur un dépôt, par exemple celui-ci, ça peut être n'importe lequel. On fait un fork
Alors évidemment, comme c'est le mien, il veut pas, donc on va aller sur un... retournons sur le taquin. Voilà. Donc je suis sur un dépôt de quelqu'un d'autre, je veux participer au dépôt, j'ai pas forcément l'accès au truc. Alors ce qui va différencier les multiples clients Git va être surtout la puissance du merge manager. Oui, tout à fait. Ça et la gestion des branches. Là de base, je m'en préoccupe pas des branches. Je reste sur le main, c'est le plus simple à faire. Mais effectivement, selon la complexité, le nombre de personnes qui travaillent sur un projet, ça peut compliquer pas mal de choses. Et donc le Git GUI, en fait, le Git for Windows de base est suffisant pour les utilisations que travaille seul ou à plusieurs sur un projet sans s'embêter. Chacun se crée sa branche, on travaille dessus, puis après les merges et autres se font au niveau de GitHub qui permet de faire des synchronisations d'informations directement ici dans les trucs. Ou dans l'interface, ou par ligne de commande, mais on n'a pas réellement besoin, à part le git pool origin main ou origin master sur le truc, de connaître les commandes de Git en fait. Donc là je suis sur ce dépôt là, j'ai envie de travailler dessus et de soumettre des modifs, donc je vais faire une copie du truc, c'est un fork. Il me recrée le dépôt, je peux copier juste la branche sur laquelle je suis en train de travailler par défaut. Alors, en général c'est la branche par défaut, sinon je décoche et il copie tout s'il y a plusieurs branches. Donc on va dire le main, et j'ai une copie du projet. Voilà, donc là j'ai bien un développeur Pascal Taquin qui pointe sur l'originel Serge Girard Taquin. Et là en l'occurrence, sur ce dépôt, il y a trois forks qui ont été créés. Alors il y a des automates qui créent des forks de tous les côtés. Notamment sur les miens, il y a régulièrement une dizaine de forks bidons qui servent à rien, qui servent comme historique, stockage et autres conneries. Donc là j'ai mon truc, du coup pareil, c'est un dépôt à moi, donc je peux travailler dessus. Donc je vais par exemple recopier l'URL, clic droit, je reviens dans mon dossier, clic droit, Git GUI, clone. Alors évidemment toutes les interfaces, tout ce qui est fait dans l'interface graphique correspond à des commandes physiques de l'utilitaire Git. Taquin bis. Et on peut faire un dépôt local comme Racine, en fait, on n'est pas obligé de passer par un hébergeur extérieur. Donc là, pareil, je suis sur la branche main ici, donc je pense à le renommer ici, sinon il va... Je vais le faire sans. Donc là, je laisse tel quel. Je vais donc dans le dossier Taquin bis que je viens de créer, je vais modifier, rajouter un fichier. Document texte, test. Voilà. Je vais synchroniser ça. Je retrouve l'option. C'est pas ça que je veux faire. Clic droit, afficher, et donc GUI. Donc j'ai un nouveau fichier ici. Il est vide, mais peu importe. Je le valide. Fichier de test. Commit. Je l'envoie sur mon dépôt dans la branche master. Donc branche master qui n'existait pas sur GitHub. Donc il explique qu'il est en train de le créer et ainsi de suite dans la log. Et donc côté GitHub, j'ai toujours mon taquin ici, avec la branche main et des trucs qui viennent d'être envoyés dans du master. Donc évidemment je ne l'ai pas envoyé sur la bonne branche. Donc GitHub nous propose de faire une synchronisation des trucs ou de retravailler sur deux branches séparées si j'ai envie. Donc là en l'occurrence, la branche master, je vais faire une nouvelle pull request qui va synchroniser mes modifications de la branche master avec les modifications de mon dépôt à moi dans la branche main. Donc mon master va dans le main, je valide. Il vérifie qu'il n'y a pas de conflit de fichier qui a été modifié entre temps et ainsi de suite. Pour lui c'est bon, je valide le truc. Évidemment on peut mettre des commentaires à tous les niveaux, faire du dialoguer et ainsi de suite. Donc dans mon taquin maintenant j'ai plus que la branche main. Enfin, j'ai plus que la branche main. En fait dans la branche main il y a ma modification. Et je vais virer la branche master qui me sert à rien parce que c'était juste du bidouillage. Elle a été mergée, donc je peux la dégager.
Hop. Donc j'ai une branche main avec mes commits, et les commits en question, bah, ce sont des commits qui sont après la version d'origine, donc après la version Serge Girard. Donc je peux les envoyer au dépôt principal. Donc je fais un pull request. Et donc là, c'est bien ma branche main du dépôt qui est là, vers la branche main du dépôt de Serge. Et donc, pull request à refuser. Je crée. Alors on a plusieurs options hein, systématiquement. Donc là, je valide le truc. Évidemment, si vous participez à un dépôt public, mettez un commentaire et expliquez ce que vous avez fait. Et évidemment, dans la langue de gestion du dépôt en question, ça simplifiera les choses. Et ne faites des modifications que si vous êtes susceptible d'avoir des gens de l'autre côté qui vont les valider. Parce que si vous faites n'importe quoi, évidemment, vous allez vite vous faire dégager. Et si quelqu'un participe à des dépôts à vous, évidemment, bah, selon la confiance que vous avez avec, vous validez ou vous regardez avant de valider quoi que ce soit. Donc là, j'ai validé mon truc, et donc Serge doit avoir reçu un mail disant qu'il y a eu un pull request, ici. Et donc on a la file d'attente des choses qui sont à valider ou refuser. Et donc si on va regarder en tant que détenteur du dépôt, on a l'intégralité des commits qui ont été faits dessus, et puis on peut consulter les modifications dessus, si on a envie. Voilà, donc on va regarder celui-là par exemple. Donc j'ai bien un fichier test, empty. Si je regarde le deuxième commit qui avait été mergé, il est là. Pardon, il est où ? Je suis pas sur le bon. Fichier test, merge. Ah ben non, j'ai rien fait de plus. Donc c'est juste que j'avais créé une branche et que ça a été mélangé. Donc ça c'est bon, et le seul fichier changé, c'est le fichier test, avec la liste des mises à jour. J'aurais modifié le readme, évidemment il aurait été modifié aussi. Voilà, donc voilà pour les petites manipulations. Je sais pas Serge si tu avais des questions par rapport à tout ça. Évidemment celui-ci tu peux le dégager, hein, puisqu'il ne sert à rien. Tu peux refuser le pull request. Donc simplement fork pour copier un projet de quelqu'un d'autre, clone pour récupérer le projet hébergé ailleurs vers chez vous. Vous travaillez dessus, vous faites des commits pour valider les modifications, et vous faites un push pour envoyer sur le serveur, et un pull à la main pour redescendre les modifications éventuelles. Et après, bah, évidemment, une fois que vous êtes sûr que c'est bien hébergé, vous supprimez le truc. Donc Serge nous confirme dans le chat qu'il a reçu le message de GitHub pour le pull request, et donc c'est bon. Voilà. Donc petite manipulation, et donc là normalement il n'y a plus qu'à le refuser ou l'accepter, et du coup bah, moi j'aurai l'information sur forme de mail aussi, et une fois que les trucs sont fusionnés ou annulés, hein, évidemment on n'a plus qu'à supprimer notre fork, puisqu'il n'y a aucune raison de garder des forks qui ne soient pas à jour. Là, si on a fait juste la copie pour travailler sur un truc en particulier, et une fois que c'est synchronisé, on peut dégager notre dépôt à nous. Donc c'est synchronisé avec le principal. Alors, question. Donc Bellegarde du Nord qui nous disait, ce qui va différencier les multiples clients Git va être surtout la puissance du merge manager, et Sylvain qui lui répondait que pour le Pascal, les merges se passent souvent pas trop mal. Pour le Python, à cause de l'indentation, c'est un peu plus galère des fois. Alors oui, effectivement, le Pascal, comme c'est de la syntaxe simple, hein, c'est du texte partout, et dans Delphi, y compris les fichiers, les écrans, les trucs comme ça, sont tous sous forme de texte dans les versions récentes. Dans les premières versions, c'était du binaire, mais il y a eu une fonctionnalité de conversion depuis je sais plus quelle... on pouvait basculer en texte dessus, donc en gros, tous nos projets, c'est du texte, donc forcément, les différences entre deux fichiers texte, ça se calcule plutôt facilement. Est-ce qu'il vaut mieux... Alors, question de Fabien. Il vaut mieux utiliser master ou main pour une config par défaut. Master est un... Et bon, bah en fait, master a disparu au profit de main chez GitHub et les autres pour des raisons de mots qu'on ne doit pas prononcer parce que esclavage. Donc le terme master, qui pour nous en informatique n'a aucune connotation particulière, si ce n'est maître, détail et trucs comme ça, ou dépôt principal, en fait, il est en train de disparaître à cause de ce genre de choses. Alors après, on est ok ou pas, peu importe, mais c'est pour ça que maintenant c'est main partout. Enfin partout. C'est main par défaut sur les dépôts qui sont créés sur les sites publics qui permettent d'héberger, et sur les outils comme Gitea par exemple que j'utilise sur mon NAS,
ici. Alors lui par défaut c'était du master, j'ai dû le laisser tel quel en configuration, parce que c'était avant que quelqu'un migre. Donc si je crée un nouveau dépôt chez moi, il est en branche master par défaut. Évidemment on peut le changer, hein, quand on crée la branche, on met ce qu'on veut. Et si c'est un logiciel de dépôt qu'on gère nous-mêmes, c'est à nous de paramétrer le truc en fonction de ce qu'on veut. En pratique, ça a zéro différence. C'est juste une histoire de... je retrouve plus le terme, mais globalement, si on se pose pas de questions, c'est pas plus mal. Alors je parle surtout par rapport au nombre de branches et à la taille de l'équipe. Un bon merge manager, ça sauve la vie. Je ne peux juste pas travailler si je n'ai pas ça. Oui, je confirme, hein, si vous êtes si vous êtes à plusieurs à travailler en même temps sur des projets, genre au hasard celui-ci, qui évidemment ne s'appelle pas Delphi MVC mais DMVC Framework, ou alors je ne l'ai pas cherché au bon endroit évidemment. Toc. Alors par défaut la recherche le fait dans le dépôt en cours, donc, enfin dans l'utilisateur en cours, donc évidemment ce truc là ne va pas me donner la réponse que j'attendais. Puis il s'appelle pas Delphi MVC mais DMVC, donc forcément dépôt, même pas. Oh. Repository 5. Bon, c'est pas grave. Spaghetti. Daniel Tetti, Spinetti. Non, je sais plus. Bon, le projet Delphi le plus utilisé, en fait, le plus... Ah oui, c'est Tetti. Pardon. Daniel Tetti, donc, a le dépôt le plus utilisé, enfin, le plus haut dans la liste des dépôts Delphi sur GitHub. Ils sont au moins 38 contributeurs à avoir fait des pull requests dessus et avoir publié des trucs. Donc, évidemment, à 30, il y a intérêt à avoir une bonne organisation. Là, en l'occurrence, il y a 9 branches en fonction des versions, et donc ils font des tests sur une branche, enfin ils créent une branche pour faire des tests, et puis si elle est validée, bah, à ce moment-là elle est fusionnée avec la branche master, en l'occurrence, puisque le projet était créé avant que le terme ne soit plus bien vu. Et donc on peut créer des branches pour ça, comme on peut créer des branches par développeur, et puis chacun travaille sur ses fonctionnalités, ou sur une fonctionnalité, et on fusionne les unes par rapport aux autres. Git, branche, software, je sais plus, il y en a un auquel je pense, mais qui... Alors Gitkraken était plutôt bien vu pour ça, pour la gestion de branches. Mais il est payant. Enfin, il est payant. Il y a une version d'évaluation de quelques temps, mais il faut bien que les développeurs de temps en temps vivent, donc hop, code quelque chose. Git client software. Le politiquement correct et le wokisme ont encore sévi-là sans distinction. Oui, bah, ouais. Gitkraken est gratuit en open source. C'est vrai que je regarde rarement les sources, en fait, parce que je vois rarement les gens compiler la partie source sur les logiciels qui sont distribués. Mais ah bah voilà, compare 2023, il doit y en avoir d'autres, dont celui auquel je pense. SourceTree, voilà. C'était SourceTree auquel je pensais. Alors il n'y a pas code dedans, mais SourceTree était bien foutu aussi pour la partie branche. Et les branches, en fait, elles peuvent s'imbriquer les unes. Enfin, on peut partir d'un commit, faire une branche, faire des modifications, refusionner le commit, ou les commits d'une branche avec autre chose. Enfin, sur Git lui-même, le système Git, il est assez puissant pour ça, et assez pratique. Par contre, il gère mal les gros fichiers binaires, donc évidemment, ils n'ont rien à foutre dans un dépôt. D'ailleurs, salut Noun.
Bienvenue. Oui, bah en fait ils ont quasiment tous les sources hein, sur un dépôt, avec une version payante pour les entreprises et puis une version community gratuite via les dépôts de code. Donc même si sur les sites ils en parlent pas forcément, mais elles sont dispo. Et puis pareil pour l'éducation, il y a pas mal de licences gratos pour les facs, universités et autres. Toutes les écoles d'ingénieurs ont des packs de licences gratuits pour plein de trucs qui sont pratiques pour ça, y compris chez Embarcadero d'ailleurs pour ceux qui veulent se mettre à Delphi et autres. Gratuit ou pas cher selon les cas. En tout cas pas les tarifs des versions entreprises pour l'équivalent des fonctionnalités. Voilà, c'était le petit retour sur Git que je voulais faire suite à la demande de Serge, qui m'a confirmé qu'a priori c'était bon de son côté. Donc, je le remettrai en replay séparé si vous voulez sur GitHub, je pense, ce sera plus simple. Et on va repartir sur le travail du jour, donc mon application PromoVerif, si tout le monde est OK, aussi, sauf si vous avez des questions ou envie de continuer à discuter un petit peu de ça sur le chat. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est OK, ça c'est OK. Et donc sur mon environnement, je suis plutôt Git for Windows de base parce que j'ai pas envie de m'embêter avec les branches, en fait, pour ce que je fais. Et d'une manière générale, si je travaille sur un autre projet, en fait j'en fais un fork, je travaille sur ma branche, et je refusionne avec l'autre sur une autre branche sur le projet principal, et puis après au gestionnaire du projet de se démerder. Ma politique plus simple pour le travail dessus. Voilà. Ça est donc... Ok, hop. Et donc si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne sur Delphi, côté gestion de branches et autres, enfin question gestion de branches et autres, parce qu'il y a dans Delphi ce qu'il faut, donc j'avais fait une présentation que je vous remets ici pour ceux qui sont arrivés en route. Voilà. Donc, repartons sur notre bonne vieille version d'hier, RadStudio 11.3 Alexandria. Ici, alors j'ai viré les dossiers que j'ai... alors par contre, du coup, Serge, est-ce que tu as annulé le dépôt ? Juste vérifier le mail. Alors chaque fois qu'on fait des modifs sur les trucs, évidemment on a des mails de GitHub ou de l'hébergeur qui nous dit attention, vous avez des modifications sur votre compte ou sur des choses qui ont été faites, et donc pull request a refusé. Il a été clôturé par Serge et est donc en refus. Puisque c'est en rouge. S'il avait été clôturé en acceptation, il serait en vert. Voilà. Et donc sur le dépôt de Serge, on a 3 pull requests qui ont été faits, les 2 qu'on a validés, que j'avais fait ce week-end et puis tout à l'heure pour autre chose validé, et puis le truc refusé. De mon côté, sur mon dépôt, donc sur Taquin, je dois avoir le retour en fait du dépôt, du pull request quelque part. Par contre, je sais plus où. Ça c'était moi. Au niveau des modifications en fait, de l'écart, puisqu'on peut avoir un écart au-dessus et en dessous du dépôt principal, et donc au niveau des modifications, on a l'info comme quoi il a été refusé derrière. Et donc à moi de le revalider, le resoumettre, le modifier, et ainsi de suite si j'ai envie. Là évidemment, de mon côté, je vais supprimer le dépôt puisque j'ai plus besoin, vu qu'on a fini de faire joujou dessus. Alors évidemment, avant de supprimer le dépôt, on vérifie que c'est le bon. Donc c'est bien celui-ci, c'est pas ma version à moi. Sinon, il n'y a pas de retour en arrière. Enfin, ah tiens, il redemande pas la clé. Oh, de mémoire, il était censé redemander la clé. C'est bizarre. J'ai aussi supprimé Bidouille, puisque du coup, pareil, rien de plus à faire dessus, donc il peut dégager. Dernier conseil concernant alors GitHub d'une manière générale, Git et autres. Faites un backup systématique de vos projets, même quand ils sont sur un système de versionning, parce qu'on n'est pas à l'abri que la base de données du système de versionning saute. Et on en est où ? Ouais, ils n'ont pas encore validé, je sais pas s'ils le feront. Donc on n'est pas à l'abri qu'un dépôt saute en fait, que le site dégage ou que autre chose se passe dessus. Donc évidemment, si ça saute,
qu'on n'a pas de copie chez nous, on est mort. Enfin, on perd tout. Donc, comme tout hébergement, hein, d'une manière générale. Donc c'est pour ça que sur les autres systèmes, on a la possibilité de cloner des dépôts. Donc là, dans Gitea, sur mon NAS, j'ai par exemple la possibilité de faire une migration du dépôt d'un autre fournisseur, donc Git de base, ou un autre logiciel de gestion. Donc je peux synchroniser un dépôt GitHub avec un truc sur mon NAS. Et du coup, en automatique, il va récupérer les modifications tout seul. Et donc j'ai en temps réel quasiment les modifications qui sont faites sur GitHub sur le mien. Donc là, j'avais Taquin DXbook par exemple qui a été synchronisé, qui a la dernière mise à jour d'il y a 4 heures. Qui en l'occurrence étaient les liens que j'ai fait, que j'ai rajoutés par rapport au dépôt de Serge et puis au webinaire qui avait été fait sur le T-Control List quand il est apparu en VCL. Donc on a l'intégralité, donc faites des copies et éventuellement faites un archivage en tant que zip, tout bête. Hein. Quand on est sur GitHub, évidemment, quand vous avez fait un lot de modifs, vous pouvez aller faire un truc tout bête, hein, vous retéléchargez en zip et vous stockez votre zip dans un dossier quelque part qui sert de backup. Alors vous n'avez pas la base Git de toutes les modifs, mais au moins vous avez la version à un instant T. Évidemment, si vous avez besoin absolument des dépôts, vous refaites un clone, et c'est votre clone complet, y compris son sous-dossier .git, ici, que vous archivez. En fait, tout est là-dedans, donc si vous stockez ça, et les autres fichiers, vous pouvez vous manipuler entièrement votre truc. Donc pensez à le faire. Ça coûte pas grand-chose en termes d'espace. Quand vous faites une nouvelle release, ou régulièrement, vous faites un backup de vos trucs et vous êtes tranquille. C'est aussi la raison pour laquelle sur mes dépôts, tous, que ce soit d'ailleurs ici ou ailleurs, hein, puisque je l'ai fait aussi sur Gitea, j'ai des dépôts qui s'appellent All Projects, ici, sur lesquels je déclare tous les autres projets de la même société ou de la même branche en tant que sous-projet. Donc là, sur GitHub, j'ai par exemple un All Project ici, sur lequel je déclare en sous-module tous mes autres projets, les uns au fur et à mesure, les uns après les autres. Ce qui me permet d'avoir un archivage complet de tout si je télécharge All Project. Puisque là, en l'occurrence, je l'ai là, j'ai le Git du projet global, et dans chaque sous-dossier, en tant que sous-module, il a la version qui était disponible au moment où j'ai fait la dernière synchro du projet lui-même. Donc ça me permet d'avoir un backup permanent de quasiment tous mes projets, en n'en téléchargeant qu'un seul. Qu'il faut évidemment mettre à jour régulièrement, puisque il prend le sous-projet, en fait, à la date à laquelle on a synchronisé le sous-projet. Donc de temps en temps, il faut quand même faire un refresh du truc. C'est pour ça que de temps en temps, vous avez de Updated avec une date sur mes dépôts, parce que c'est la date à laquelle j'ai refait une resynchro des projets entre eux. Mais le côté un gros projet avec en sous-module tous les autres, c'est pas grand chose à faire. Il y a juste un git submodule add avec l'URL, ce truc du projet qu'on veut rajouter. Et puis une fois de temps en temps, on fait un git submodule update -remote sur notre projet. On a les mises à jour de tous les autres, on resynchronise ça avec le stockage du projet global, et on a la mise à jour de l'intégralité des bases de tous les projets. Donc ça duplique, hein, ça prend un peu de place, évidemment, ça prend un peu de temps à récupérer quand on en a beaucoup comme là, mais j'ai un backup complet de tous les projets. Donc pensez à faire ce genre de truc, hein, pas forcément comme ça, mais ne partez pas du principe que parce que c'est sur GitHub, GitLab, Gitea, GOG, Bitbucket, Atlassian et d'autres en ligne, c'est sécurisé. C'est pas le cas. Vous n'êtes pas à l'abri de quelqu'un qui pirate votre compte et qui vous le fait sauter, ou d'une faille de sécurité chez eux, ou de problèmes plus compliqués derrière. Donc sécurisez au maximum tout en faisant des backups, y compris de ces trucs-là. Et puis si c'est sur un serveur à vous, vous n'êtes pas à l'abri que que pour une raison ou pour une autre, tout déconne, et vous puissiez plus remettre la main dessus, notamment en cas d'incendie dans des data centers, qui ne devraient pas arriver, mais qui peuvent toujours arriver. Voilà, donc petite parenthèse de quelques longues minutes sur ce sujet-là. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire dessus.